Il a présenté à l'événement Technologie du futur le 13 octobre et à la journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke le 13 novembre. Il travaille sur l'application d'algorithmes de réseaux neurones, voilà. C'est l'intelligence artificielle, il va mieux le prononcer que moi. Il est étudiant à la maîtrise en génie mécanique. Donc, à toi le micro, Laurent Chiasson-Poirier. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de données qu'on produit à chaque jour, à chaque année. En fait, on produit environ 64 zeta-octets de données à travers nos différents objets intelligents. Ça représente, c'est comme si chaque personne ici, à travers la planète, aurait à produire 100 clés USB de données qu'il faudrait produire à chaque année. Puis la question à se poser, c'est comment qu'on fait pour utiliser l'ensemble de ces données-là? Bien évidemment, il faut les traiter et en ressortir une information qui va nous servir. Sinon, ça ne servirait pas à grand-chose. Ça ici, c'est un réseau de neurones. C'est une des méthodes qui est particulièrement intéressante pour ressortir une information d'une donnée brute, comme une image ou un signal. Un réseau de neurones, ça permet d'extraire, à partir de la donnée brute, une information plus spécifique, comme un concept derrière l'image ou une information derrière un signal. On peut voir un peu comme si l'information allait circuler dans une espèce de gros réseau routier. Puis l'ensemble des neurones va correspondre un peu à des espèces de petits feux de circulation. Puis une des choses très complexes pour pouvoir utiliser des réseaux de neurones, c'est de venir ajuster l'ensemble de ces poids-là. C'est de faire en sorte que l'information va circuler de la bonne manière. Et c'est particulièrement difficile pour des données de type temporel. Qu'est-ce qui définit une donnée de type temporel? C'est quelque chose qui a été échantillonné à travers le temps à différents points. Et en fait, c'est tellement complexe pour ce type de données-là qu'il y a des concepts qui sont ressortis à travers les recherches, dont le concept qui a été développé par M. Jaeger dans les années 2000, qui s'appelle le réservoir computing. Et cette méthode-là nous dit un peu essayons d'éviter d'aller ajuster l'ensemble de ces feux de circulation-là. Un peu comme si on était dans la ville de Montréal, là, puis tous les feux de circulation à l'intérieur, c'est beaucoup trop compliqué à essayer de régler. Au lieu de ça, on va mettre des frontières à l'intérieur. Puis on va essayer de gérer seulement les entrées et les sorties de cette frontière-là. Cette boîte-là qu'on crée, en fait, c'est ce qu'on appelle un réservoir. C'est un concept fondamental et le but du réservoir, c'est de transformer la nature des données de manière à ce que l'information en sortie soit beaucoup plus facilement classifiable. C'est un concept qui est très intéressant parce que ça permet d'utiliser beaucoup d'autres choses que juste des algorithmes numériques et des ordinateurs pour traiter des données. Et ce n'est pas anodin comme terme réservoir parce qu'une des premières démonstrations qui ont été faites de réservoir a réellement utilisé au sens propre un réservoir d'eau dans laquelle on a pu traiter et transformer l'information pour la rendre plus facilement classifiable. Voyons voir un peu comment ça fonctionnait. Supposons qu'on a des données d'entrée qui ressemblent un peu à ça, des groupes de roches. L'objectif, c'est de bien observer les roches et de voir les petites différences entre les deux groupes de roches. Évidemment, ici, il y a une petite différence qui est assez subtile, qu'on pourrait détecter avec une loupe et avec beaucoup d'assiduité, mais c'est assez difficile de voir cette petite distinction-là. Mais on peut utiliser la méthode des réservoirs pour essayer d'extraire et de rendre cette distinction-là beaucoup plus évidente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend les roches et on les lance dans un bac d'eau, comme on peut voir ici. Et évidemment, quand on lance les roches dans l'eau, ça va créer plein de petites oscillations. On peut prendre différents points de mesure qui sont représentés en rouge ici et représenter ça comme une espèce de sortie du réservoir, c'est-à-dire des valeurs qui vont correspondre à l'ensemble des oscillations dans le réservoir. Évidemment, on peut refaire cette expérience-là une deuxième fois, une avec le groupe de roche A et l'autre avec le groupe de roche B. Et l'intérêt du réservoir, dans ce cas-ci, c'est comme c'est un système qui est très, très, très sensible à la différence de géométrie entre les roches, mais ce qui va se ressortir à la sortie, c'est quelque chose qui va être complètement différent entre le groupe de roche A et le groupe de roche B. C'est donc beaucoup plus facile de distinguer la différence entre les deux groupes de roches. Encore une fois, le réservoir, ça permet de transformer la nature des données pour le rendre plus facilement classifiable.
Eh bien, ce concept-là a réellement été démontré dans les années 2003 par un chercheur anglais qui a permis de classifier des signaux de type acoustique qui représentaient différents mots seulement avec les oscillations de vaguelettes sur le bac du réservoir. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que ça n'avait pas besoin de prendre de l'énergie, la puissance de calcul des ordinateurs pour faire cette classification-là. Donc, très efficace. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une des manières de pouvoir créer des réservoirs, mais il y en a plein d'autres, que ce soit avec des circuits analogiques. Il y a des systèmes optiques et photoniques qui sont développés pour faire des réservoirs et il y a même des poutres, des systèmes mécaniques qui permettent de faire des réservoirs. Ici, à l'Université de Sherbrooke, dans mon groupe de recherche, le monsieur Julien Sylvestre a développé une micropoutre en vibration qui permet de créer des réservoirs computing et de traiter des données de manière très efficace, que ce soit dans les applications en biomécanique, en robotique, en traitement d'anomalies machines. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de connecter des réseaux de neurones et des réservoirs ensemble, ainsi qu'une grande équipe de recherche. Merci de votre attention.